Dossier CPI, les nouveaux colons. Enquête sur George Soros, la CPI et la galaxie des ONG. Paru initialement à Abidjan le 29 juillet 2014 dans Le Nouveau Courrier, numéro 1079. Amnesty International. Amnesty International est financé essentiellement par ses membres et dons publics. Aucun financement n'est recherché ou accepté de la part de gouvernements pour enquêter et faire campagne contre les abus des droits de l'homme. Amnesty International est indépendante de tout gouvernement, idéologie politique, intérêt économique ou religieux, fin de citation. Ça, c'est ce qui est indiqué sur le site internet de l'organisation. Mais en scrutant de près les derniers rapports financiers d'Amnesty International Limited disponibles, nous pouvons constater que l'organisation ne refuse pas les financements d'un certain George Soros via l'Open Society Foundation ou bien la fondation John D. et Catherine T. MacArthur, toujours les mêmes. Dans la plupart des conflits internationaux, Amnesty professe sa neutralité et son impartialité. Nous essayons de dépolitiser notre regard. Suzanne Nossel, dont le regard est loin d'être dépolitisé, transfuge du département d'État US, fut entre janvier 2012 et janvier 2013 la directrice exécutive pour Amnesty International USA, où elle est restée au service de la politique étrangère des États-Unis. Le site internet d'Amnesty International mentionne avec fierté le rôle de Suzanne Nossel dans les résolutions de l'ONU contre l'Iran, la Syrie, la Libye et la Côte d'Ivoire. En mai 2012, elle lançait pour le compte d'Amnesty International une campagne publicitaire en soutien à l'intervention de l'OTAN en Afghanistan. Les affiches proclamaient « Droits humains pour les femmes et les jeunes filles en Afghanistan, OTAN, continuez les progrès ». Frank Januzzi, qui a été choisi pour lui succéder, a travaillé pour le Bureau du renseignement et recherche en tant qu'analyste politico-militaire sur la région d'Asie de l'Est. Dans n'importe quel autre système, cette consanguinité serait considérée comme incongrue, mais pas en ce qui concerne la gouvernance mondiale. La FIDH. La Fédération internationale des droits de l'homme est une ONG internationale qui défend tous les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels tels qu'ils sont énoncés dans les déclarations universelles des droits de l'homme, 1948. Sur son site, la FIDH remercie diverses institutions, fondations et compagnies qui la soutiennent, dont la Commission européenne, l'Organisation internationale de la francophonie et une foultitude de ministères. Dans les rangs des donateurs, on retrouve des valeurs sûres, le National Endowment for Democracy, Open Society Foundation, le Sigrid Rousing Trust, The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, et un mélange hétéroclite de sociétés, Air France, la Caisse des dépôts et consignations, Dailymotion, Hermès, la Banque Postale, ou bien encore le Figaro Magazine et le Nouvel Observateur. La FIDH est aujourd'hui présidée par la Tunisienne Souhair Bellassène, qui a débuté en tant que journaliste à l'hebdomadaire Jeune Afrique pendant une vingtaine d'années, et également correspondante pour l'agence de presse Reuters en Tunisie. On peut aussi noter l'ombre portée du serial entrepreneur en droits de l'homme Sidiki Kaba. Ancien dirigeant de la FIDH, actuellement ministre de la Justice du Sénégal, il se verrait bien présider l'Assemblée des États partis à la Cour pénale internationale. En tout cas, ce serait une bien meilleure planque pour lui, pour finir sa carrière, loin des aléas de la politique politicienne. International Crisis Group. Une autre ONG de l'écurie Soros dont il est membre du comité, tout comme Kofi Annan, Joschka Fischer et Javier Solana, encore lui, est l'International Crisis Group. Cette ONG reçoit des financements essentiellement de gouvernements, pour l'essentiel occidentaux, ainsi que de fondations Carnegie Corporation of New York, Humanity United, John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, encore, Open Society Foundation, encore, Rockefeller Brothers Fund et des donateurs individuels dont George Soros. Son conseil consultatif compte des entreprises telles que Chevron et Shell. Aujourd'hui, le conseil d'administration est coprésidé par Lord Mark Malloch Brown et Hassan Salamé, dont il a déjà été question plus haut. Louise Arbour, ancienne haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme et ancienne procureure générale des tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, en était jusqu'à récemment la présidente directrice générale. Elle a été remplacée par Jean-Marie Guéhenno, un autre représentant de la galaxie onuesque, puisqu'il fut secrétaire général adjoint au département des opérations de maintien de la paix de l'ONU jusqu'en janvier 2008. Le Crisis Group fait le lien avec un autre versant de l'idéologie des droits de l'homme, la responsabilité de protéger. Responsabilité de bombarder ? Point d'interrogation. Dans l'entourage d'Obama, on retrouve deux Amazones guerrières, Samantha Powers et Susan Rice. Cette dernière a été neutralisée mais a été promue conseillère nationale à la sécurité. Samantha Powers, aujourd'hui ambassadrice US auprès de l'ONU, est un faucon humanitaire. Chez elle, la baguette magique des droits de l'homme prend la forme d'un gourdin. Elle possède une foi inébranlable dans les vertus thérapeutiques de la guerre et des bombardements et dans leur capacité à sauver des civils. Pour elle, les bombardements de l'OTAN de Belgrade en 1999 ont été un succès exceptionnel qui, je cite, a probablement sauvé des centaines de milliers de vies. Elle a été l'une des principales promotrices du bombardement humanitaire de la Libye.
George Soros a inlassablement promu la doctrine de la responsabilité de protéger, R2P, par le biais d'organisations qu'il préside ou finance, telles que le Centre mondial pour la responsabilité de protéger et le Centre CARE pour la politique des droits de l'homme. Inondées de l'argent de Soros, ces organisations ont joué un rôle déterminant dans l'utilisation de la R2P comme moyen de redéfinir le concept de souveraineté nationale. Kofi Annan, membre du conseil d'administration du Centre mondial et ancien secrétaire général de l'ONU, a déclaré « La souveraineté de l'État, dans son sens le plus élémentaire, est en cours de redéfinition, pas moins par les forces de la mondialisation et de la coopération internationale. » Fin de citation. Tom Ross, directeur exécutif d'HRW, en est secrètement amoureux. Pour lui, Samantha Power était, avant de partir à l'ONU, clairement la voix des droits de l'homme au sein de la Maison-Blanche et l'oreille d'Obama. Le fait que cette violence puisse être appuyée par une résolution de l'ONU ou par la communauté internationale ne la rend pas plus juste. Au contraire, l'instrumentalisation des droits de l'homme par ces apparatchiks et soi-disant supporters n'en est que plus apparente. Les élites de l'industrie des droits de l'homme ont été normalisées et corsetées dans les plis de la politique étrangère des États-Unis. Leur credo légitime le nouvel ordre mondial dont il épouse non seulement le vocabulaire mais aussi le positionnement idéologique. Ces intérêts institutionnalisés ne se contentent plus de lamentations ou d'imprécations. Ils veulent rouler des mécaniques, d'où cette appropriation quasi exclusive de conflits, d'où la guerre au nom des droits de l'homme. Par le passé, les interventions militaires se faisaient pour sauver des régimes dictatoriaux et corrompus en Afrique. Maintenant, on les installe au nom de la démocratie. Ouattara sera perçu pour toujours comme un président installé par l'étranger et qui plus est par l'ancienne et toujours présente puissance coloniale. La création de la CPI fut présentée comme un progrès du droit international. En réalité, il s'agit avant tout d'échecs de la paix, des mécanismes préventifs existants, internes ou internationaux, qui ont pour objet d'éviter les conflits et d'exclure la violence comme moyen de leur règlement. Dans un monde infecté par le poison du politique, ces intérêts bienveillants injectent l'antidote du droit et de la morale. Entre piété compassionnelle et fétichisation des normes juridiques, les droits de l'homme ne sont plus un moyen mais une fin. Le monde est un monde binaire où les victimes, voire les bourreaux, deviennent des ombres dans une trame narrative qui ne leur appartient pas. Et dans ce petit monde de la CPI, les ONG se jouent les scènes de l'excellence morale. L'éthique de conviction est préférée à l'efficacité politique, même lorsque celle-ci est au service de la paix et d'une justice véritable. On peut aussi légitimement s'interroger sur le fait que ces associations philanthropiques à la Soros, Rockefeller, rejointes par Bill et Melinda Gates, prônent tout un eugénisme soft au nom de la lutte contre la pauvreté. Celle-ci n'est autre qu'une forme d'utopie technicienne, d'immaturité militante, marquée par la haine du corps social et de ses imperfections. L'ingérence des ONG peut être soupçonnée de viser depuis toujours les mêmes buts, puisqu'elle aboutit au même résultat, celui de paralyser les capacités internes de chaque société à régler ses conflits et à trouver ses réponses. À Tchadé.